Elle s'appelait Célia Moren et il y a 12 ans, elle était censée être ma femme. C'est ce que disait l'invitation, c'est ce que promettaient les bagues gravées. C'est ce que croyaient tous les amis et membres de la famille lorsqu'ils prenaient l'avion dans des chambres d'hôtel réservées et prenaient le temps de célébrer le début de quelque chose de beau. Je m'appelle Rowanai et j'étais prêt. J'avais passé des mois à me préparer, à finaliser les essayages des costumes, à revérifier le lieu, les réservations, à écrire des vœux que j'avais réécrits 5 fois car aucun d'entre eux ne semblait en dire assez. J'avais même installé un éclairage sur mesure dans le hall de réception pour rendre les photographies plus chaleureuses, plus vivantes. Je le voulais parfait. J'avais besoin que ce soit parfait, mais la perfection ne fait pas que les gens restent. Quelques jours avant le mariage, mon téléphone a sonné. Peu après minuit, j'étais debout dans ma cuisine, pieds nus, en train de manger des restes de poulet directement sortis de la poêle. Le téléphone s'est allumé avec son nom, Célia, et j'ai répondu immédiatement. Sa voix tremblait, pas de sanglots, pas d'hystérie, juste tremblante, comme quelqu'un pris entre la vérité et quelque chose qu'il essayait de croire de toutes ses forces. Elle n'a pas commencé par bonjour, elle n'a pas demandé comment j'allais. Elle a dit Rowan Jackson est malade, Jackson, son ex, l'homme qu'elle a juré d'éliminer. Celui qu'elle a promis était un chapitre fermé, plus de souvenirs que de personnes. Je n'ai rien dit. Au début, je pensais que c'était peut-être un appel de panique avant le mariage, peut-être qu'elle avait juste besoin d'être rassurée. Mais elle a continué, ses mots se resserrant comme un nœud coulant. Il est vraiment mauvais. Je dois être là pour lui. J'ai cligné des yeux, m'appuyant contre le comptoir. D'accord, pour combien de temps c'est pas de traîner? Je ne devrais pas être ensemble du tout. J'ai attendu le moment où elle ferait marche arrière, le moment où elle dirait que c'était juste temporaire, qu'elle était confuse, qu'elle ne le pensait pas. Mais cette partie n'est jamais arrivée. Si vous n'obéissez pas, restez seul. Obéir. Ce mot m'a frappé plus fort que les autres. Obéissez comme si j'étais une enfant têtue refusant de comprendre une leçon qu'elle avait déjà décidée pour nous deux. Obéissez comme si ma douleur était secondaire par rapport à sa vertu. Obéir comme si l'amour était un ordre qu'elle pouvait retirer si je ne m'y conformais pas. Je n'ai pas crié, je n'ai pas jeté mon téléphone, je n'ai pas supplié ni pleuré. Je n'ai pas demandé ce que Jackson avait ni pourquoi ça devait être elle. Au lieu de cela, je suis resté silencieux, l'écoutant respirer à l'autre bout du fil, comme si peut-être une partie d'elle savait ce qu'elle faisait et n'avait pas le courage de le dire à voix haute. Quand j'ai finalement parlé, ce n'était que 3 mots. Je t'ai entendu. Puis j'ai raccroché. L'heure suivante fut lente, engourdie. Je me suis assis dans le noir, regardant le mur de la cuisine comme s'il risquait de réécrire ce qui venait de se passer. J'aurais pu la rappeler, j'aurais pu la conduire jusqu'à son appartement, mais qu'allais-je lui dire? Que je lui ai pardonné, que j'attendrais qu'elle se décide à nouveau? Non, ce n'était pas de l'amour, c'était une gomme à effacer. J'ai donc bloqué son numéro. Ensuite, j'ai bloqué ses parents. J'ai ouvert notre site web de mariage et je l'ai supprimé. J'ai pris les bagues, la sienne et la mienne et les ai enfermées dans un tiroir. J'ai regardé le costume sur mesure toujours accroché dans mon placard, me demandant s'il serait un jour porté ou s'il était devenu la leçon la plus chère de ma vie. Je n'ai pas quitté mon appartement cette nuit-là, pas physiquement, mais quelque chose en moi s'est éloigné d'elle, de la version de moi qui attendait des gens qui ne pouvaient pas rester, de l'homme qui pensait que la loyauté était une question de sacrifice plutôt que d'équilibre. Célia Marine avait fait un choix, elle est revenue dans les bras de quelqu'un d'autre. Et ce faisant, elle a brûlé le pont entre nous. En cendres, on dit que le véritable amour ne meurt jamais, mais c'est un mensonge. Nous nous disons. Pour garder l'histoire jolie, le véritable amour, celui qui construit, qui ancre, qui élargit qui vous êtes, cet amour ne lance pas d'ultimatum, il n'exige pas d'obéissance et il ne s'en va certainement pas 4 jours avant un mariage parce qu'une vieille flamme tousse dans le noir. Alors non, sa loyauté n'a jamais été la mienne. Pas vraiment. Cela m'a juste emprunté du temps, a porté ma bague et a presque emporté mon avenir avec elle. Presque. Elle l'a dit comme si elle annulait le brunch. C'est ce qui m'est resté le plus longtemps, pas le chagrin, pas la trahison, mais la facilité, l'absence totale de poids dans sa voix, lorsqu'elle a rendu une décision qui a fait exploser l'avenir que j'avais construit brique par brique autour d'elle.
Tu comprendras un jour, a-t-elle dit, comme si j'étais une novice émotive qui ne voyait pas le génie de ce qu'elle faisait, comme si un jour viendrait un jour où je regarderais en arrière et la remercierais de m'avoir quittée. Elle m'a toujours regardé comme si j'étais un projet favori. Célia avait repris Charity sous forme humaine, et maintenant Greta m'appelait pour me dire à quel point la décision de Célia était mûre, combien c'était un acte d'altruisme de retourner auprès de son ex en période de besoin. Puis vint Claude, le docteur Claude, Marine, son père, un homme qui portait ses diplômes comme des médailles et mesurait la moralité et les grands gestes. Vous êtes trop émotif pour voir que c'est l'amour dans sa forme la plus généreuse. Amour, ce n'était pas de l'amour. C'était un vol émotionnel déguisé en compassion, et d'une manière ou d'une autre, j'étais celui qu'il s'attendait à applaudir. Ce qui m'a le plus gâché, ce n'est pas que Célia soit partie, c'est qu'il s'attendait à ce que je la félicite pour cela. Comme si mon chagrin était un petit prix à payer pour son noble sacrifice, comme si les invitations que j'avais envoyées, les dépôts que j'avais payés, la vie que j'avais réorganisée, tout cela était jetable parce que Jackson toussait assez fort pour mériter sa pitié. Je suppose que les années que nous avons passées ensemble n'ont pas résisté à la nostalgie et à la faiblesse d'une ancienne flamme. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. J'ai emballé. J'ai traversé mon appartement avec un sac poubelle dans une main et un silence dans la poitrine qui ressemblait à un deuxième battement de cœur. J'y ai jeté les dates réservées, les faveurs supplémentaires que nous avions commandées, le tableau de mariage qu'elle avait fait sur le mur en liège avec des notes manuscrites sur la disposition des tables et les sélections de chansons. Tout est parti dans le sac. J'ai retiré la photo de nous depuis. Le couloir, celle que nous avons prise à Asheville, lorsque les feuilles d'automne illuminaient le ciel comme un feu. Je l'ai regardée longtemps. Nous avions l'air heureux, nous avions l'air sûrs, mais les sourires se trouvent dans les photographies. Ils ne vous disent pas à quel point quelqu'un est prêt à vous laisser souffrir au lever du soleil. J'avais pris ma décision. Je n'allais pas rester en ville. Je n'allais pas continuer à regarder l'appartement dans lequel nous étions censés emménager après la lune de miel. Je n'allais pas entendre des amis communs me demander si j'allais bien. J'ai tout supprimé, mes réseaux sociaux, mon adresse email. Je ne voulais pas de confort, je voulais de la distance. J'ai donc pris un sac de vêtements, mes outils et les petits meubles que j'avais construits moi-même. Et je suis partie, pas pour toujours mais assez longtemps pour disparaître. Je me souviens d'être debout sur le trottoir, de l'air chargé de circulation matinale et du genre de calme qui n'existe que lorsque votre vie est complètement décousue. J'ai levé les yeux vers la fenêtre où je lui disais au revoir, où je me tenais autrefois à la regarder marcher vers moi, comme une promesse que j'avais enfin été autorisée à tenir. Cette fenêtre était vide. Maintenant, comme pour tout le reste, il y a un moment, juste avant de choisir d'effacer quelqu'un, où vous réalisez à quel point vous lui avez donné de vous-même. Cette prise de conscience pue parce que, peu importe combien vous essayez de récupérer ce que vous avez donné du temps, de la confiance, de la foi, cela ne revient jamais pareil. C'est comme déchirer les pages d'un livre et espérer que l'histoire a toujours un sens. Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas rappelé ses parents. Je n'ai pas parcouru d'anciens textes ni passé au crible des images en me demandant ce que j'avais manqué. Je n'allais pas faire ce qu'il voulait, présenter sa trahison comme un grand acte de courage. Je les ai effacés comme ils m'ont effacé. À la fin de cette semaine, j'étais partie. Il m'a fallu 2 jours complets de route avant même de regarder une carte. Je n'avais pas de destination, juste une direction vers un endroit qui n'était pas ici. J'ai suivi les routes ouvertes comme s'il s'agissait de veines s'éloignant d'un cœur mourant, alimentant mon évasion avec du café noir, de la mauvaise nourriture au restaurant et du silence. Pas de musique, pas de podcast, juste le bourdonnement des pneus sur l'asphalte et le lent déploiement du chagrin dans ma poitrine. Finalement, je me suis arrêtée dans une petite ville. Je n'en avais jamais entendu parler, Fairhope. Il n'y avait rien de spécial dans ce lieu, aucun monument célèbre ni piège à touristes, juste de larges porches, des devantures de magasins modestes et des rues bordées d'arbres qui semblaient avoir tout vu sans rien juger. Cela me suffisait. Il y avait une cabane à vendre à la périphérie de la ville, usée par les intempéries mais solide, nichée derrière un bosquet de pins, comme si elle avait quelque chose à cacher. Je l'ai parcourue une fois et j'ai dit oui, pas de négociation, pas d'inspection, pas de doute. Il fallait du travail. Moi aussi.
J'ai utilisé le peu d'économie que j'avais et ce qui restait d'un petit héritage que mon grand-père m'avait laissé. Ce n'était pas grand-chose, mais suffisant pour couvrir la compte et les outils. J'ai dormi sur un matelas par terre pendant des semaines, cuisiné sur une plaque chauffante, fait la vaisselle dans le lavabo de la salle de bain, mais chaque clou que j'enfonçais dans les murs, chaque planche de parquet que je remplaçais me donnait l'impression de récupérer quelque chose qui ne cassait pas. Pas vraiment. C'est ainsi qu'est né Elcraft. Tout a commencé avec une table, puis une bibliothèque. Puis un voisin a vu mon travail et m'a demandé si je pouvais construire quelque chose pour le mariage de sa nièce. La nouvelle s'est répandue, les commandes ont afflué. J'ai construit un atelier à l'arrière et j'ai transformé ma solitude en sciure de bois, ma colère en finition et polissage. Il y avait quelque chose de sacré là-dedans. Regarder Brut se transformerait sous mes mains en quelque chose de fort, d'utile, de beau. J'ai arrêté de compter les jours. Il n'y avait aucun anniversaire à redouter, aucun anniversaire à manquer. L'air était plus pur ici, de celui qui vous obligeait à respirer plus profondément, que vous le vouliez ou non. J'ai appris à cuisiner, non pas par passion mais par survie, et je n'étais pas mauvais dans ce domaine. J'ai fait la paix avec le silence, j'ai appris le rythme de vie sans performance, pas de mise à jour sociale, pas de recherche de l'approbation de qui que ce soit, juste moi, le travail et la terre. Mais la maison semblait vide, pas de façon obsédante, juste calme. Un après-midi, j'ai vu un dépliant à la coopérative concernant un refuge de secours à proximité. Je ne cherchais rien, je ramassais de la peinture, mais quelque chose m'a poussé à y aller. Un bénévole m'a conduit le long des rangées de chenils et c'est là que je l'ai vu, Bishop, moitié berger allemand, moitié quelque chose d'inidentifiable, mince, patiné, méfiant. Il n'a pas aboyé, il m'a juste regardé comme s'il connaissait déjà mon histoire. Je l'ai ramené à la maison le lendemain. Il n'a rien détruit, n'a pas demandé d'attention. Il m'a simplement suivi de pièce en pièce, comme s'il comprenait l'espace entre les gens mieux que la plupart des humains ne le feraient jamais. À partir de ce moment-là, je n'étais plus vraiment seule, ni complètement pendant un moment. C'était suffisant. Je ne suis pas sortie avec quelqu'un, je n'ai pas flirté, je n'y ai même pas pensé, non pas parce que j'étais amère, mais parce que je ne voulais pas abandonner des morceaux de moi-même avant de savoir ce qu'il me restait. J'ai dû apprendre à me tenir debout sans que le ressentiment ne me soutienne. Alors j'ai attendu, non pas que quelqu'un me sauve, mais que quelqu'un qui n'aurait pas besoin d'être sauvé. Juniper Vance est entrée dans ma vie un après-midi pluvieux à la recherche d'un bureau fabriqué à la main pour son studio d'écriture. Elle portait un imperméable qui engloutissait son trou, des boucles épinglées avec un crayon et des lunettes embuées. À la seconde où elle est entrée dans ma boutique, elle a ri doucement comme si elle n'avait pas l'habitude de rire devant des inconnus, mais cela est resté avec moi. Nous avons parlé de quoi, de grains et de dimensions, mais au moment où elle est partie, nous parlions de livres, de chiens têtus et de comment. Aucun de nous ne savait comment profiter d'un samedi sans liste de choses à faire. Elle est revenue 2 semaines plus tard, non pas parce que le bureau n'était pas bien c'était le cas mais parce qu'elle voulait une étagère assortie, puis une chaise, puis un îlot de cuisine. Un soir, je l'ai surprise en train de regarder autour de moi dans ma boutique avec ce doux émerveillement que les gens manifestent rarement à l'âge adulte. Cet endroit donne l'impression d'avoir été habité par des fantômes qui ont enfin appris à se reposer. Dit-elle. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ce n'était pas dramatique. Nous ne sommes pas tombés amoureux. Nous l'avons construit de la même manière que vous allumez un feu, en superposant doucement et patiemment la chaleur jusqu'à ce qu'elle crépite. Elle n'a jamais posé de questions sur Célia. Je ne l'ai jamais élevée. Il n'y avait pas d'ombre dans notre histoire, juste 2 personnes qui ont trouvé la lumière là où elles ne l'attendaient pas. J'ai épousé Juniper dans le jardin sous un arbre que j'avais planté ma première année à Fairhoe. Nous avons maintenant 2 enfants, Théo et Marin. Je fabrique toujours des meubles, écrit-elle encore. Et Bishop, vieux et plus lent, dort maintenant près de la cheminée la plupart des nuits. Je pensais que l'amour devait brûler pour être réel, mais Juniper m'a appris que tout amour n'exige pas, il ne menace pas, il reste juste et en restant il guérit. Cela a commencé par un coup, 3 coups doux, à peine audibles sous la pluie qui tapait aux fenêtres. J'étais dans la cuisine en train de dessiner des plats pendant que Marin coloriait à table et que Théo pratiquait les accords au piano, ses doigts trébuchant sur un morceau que Juniper lui avait appris.
La semaine dernière l'odeur du poulet au romarin a rempli la maison et je me souviens avoir pensé un instant à quel point j'étais loin du bruit du passé. Puis la voix de Junipé retentit depuis le hall, « Rowan, tu voudras voir ça. » La façon dont elle l'a dit, basse, hésitante, presque en s'excusant, a fait s'arrêter mon cœur. Mi-temps. Je me suis essuyé les mains avec la serviette et j'ai tourné au coin de la rue, m'attendant peut-être à un voisin en difficulté ou à un colis laissé sous la pluie. Au lieu de cela, j'ai vu la forme d'un souvenir. Je pensais avoir enterré Célia, debout sur le porche comme un fantôme qui ne savait pas qu'elle était censée rester morte. Elle était flanquée de Greta et Claude, plus âgés, maintenant plus gris, portant toujours leur jugement comme des manteaux sur mesure, et derrière eux, un parapluie au-dessus de leur tête, se trouvait Jackson, le dernier visage auquel je m'attendais, d'une manière ou d'une autre, toujours celui qui me faisait serrer le plus la mâchoire. Personne n'a parlé. La pluie remplissait le silence de sa percussion régulière contre les avant-toits. Je n'ai pas bougé. Je restais là, pieds nus, sur le bois dur, les bras croisés sur ma poitrine, regardant à travers la tempête de vieilles blessures qui revenaient à la vie. Il semblait aussi déplacé qu'un mauvais souvenir. Dans un rêve paisible, les yeux de Célia passèrent devant moi, au-delà du hall d'entrée, et s'écarquillèrent alors qu'elle contemplait la maison. Derrière moi, ma maison. Son regard croisa le couloir bordé de photos encadrées, Junipé lisant aux enfants sur le porche, le premier jour d'école de Théo, marin dans un champ de tournesol. Tous ces petits moments intégrés dans une vie. Puis il s'est déplacé vers le salon où les pièces de Hellcraft se tenaient comme des trophées silencieux, des tables, des étagères, des chaises, chaque centimètre carré de l'endroit touché par mes mains, par la vie que j'ai reconstruite à partir d'éclats. Greta cligna des yeux comme si elle ne parvenait pas à concilier ce qu'elle voyait avec l'homme qu'elle pensait que j'étais. Claude bougea inconfortablement. J'étais en train d'atterrir sur le piano à queue près de la cheminée, le même qu'il m'avait dit un jour qu'il était trop haut pour un homme comme toi. Ils n'étaient pas seulement surpris de me voir, ils étaient également stupéfaits de voir qui j'étais devenue. Et je n'ai pas dit un seul mot. Théo est apparu à côté de moi, tenant une maquette d'avion, le visage plissé de confusion. « Papa, qui sont-ils » Je posai doucement une main sur son épaule. Personne, fils important. Cela a atterri comme une brique. Célia tressaillit. Jackson détourna le regard. Greta se hérissa. Claude toussa avec cette gorge claire qu'il utilisait lorsque l'inconfort avait besoin d'être couvert. Mais, Junipé, elle s'est avancée, non pas avec hostilité mais avec cette calme stabilité qui m'avait toujours ancrée. Elle se tenait à côté de moi suffisamment près pour que nos épaules se touchent et ne dit pas un mot. Elle n'en avait pas besoin. Sa présence suffisait. C'était toujours Rowan. Dit finalement Célia, sa voix supportant à peine la pluie. Je ne voulais pas me présenter comme ça. Pourtant, vous voilà, je viens. Elle prit une inspiration tremblante. J'avais besoin de te voir. Pourquoi ? Ai-je demandé d'un ton calme mais aigu. Après 12 ans, que pensais-tu trouver exactement ? Sa bouche s'est ouverte ? Mais elle n'a pas répondu. Greta est intervenue comme une gestionnaire. Nous ne sommes pas venus pour faire du scandale. Nous venons de trouver mon adresse, ai-je coupé, qu'aucun de vous n'aurait dû connaître. Claude fit un pas en avant, visiblement prêt à livrer un monologue rempli de culpabilité, d'intentions enveloppées. Mais je n'étais pas d'humeur pour le théâtre de la rédemption. J'ai levé légèrement la main, paume vers l'extérieur, ne le fais pas, ne le fais pas. Derrière moi. Je pouvais sentir mes enfants regarder. Il ne s'agissait plus seulement de moi. Il ne s'agissait pas d'un chagrin privé en cours de réexamen. C'était ma vie, ma famille, ma maison. Ils s'y trouvaient sans y être invités, sans s'être annoncés, agissant comme s'ils avaient un droit moral à être ici. Nous ne le savions pas, vous le saviez, Célie se sentit vaguement émue à l'égard de la maison, tout cela fait, vous voulez dire avoir vécu. Elle baissa le regard. Jackson déplaça son poids, visiblement mal à l'aise, mais pas suffisamment pour partir. Vous avez tous dit que je ne pourrais pas survivre sans elle. J'ai dit que je me déplaçais entre eux. Vous avez dit que j'étais égoïste de ne pas applaudir sa décision. Vous vouliez que je lui rende hommage pour avoir abandonné notre mariage. Et maintenant,
tu te montres comme si rien n'était arrivé. Greta réessaya. Elle était jeune, c'était une période compliquée. Non, j'ai claqué, ce n'était pas compliqué, c'était un choix. Elle l'a fait et j'ai fait le mien. Les lèvres de Célia tremblaient, mais il était difficile de dire si c'était du remords ou de la gêne. Peut-être les deux. Votre place n'est pas ici. Dis-je sans crier ni trembler, je dis juste la vérité. Vous êtes tous sortis de ma vie. Je ne t'ai pas poursuivi à ce moment-là, je suis sûr que je ne t'ai pas invité maintenant. J'ai tourné le dos, pris la main de Junipé et me suis dirigé vers la cuisine. Je n'avais pas l'intention de claquer la porte ou de les maudire. Je les ai simplement laissés là, trempés dans leurs propres regrets. Montrez-leur ce que j'ai construit sans eux. Célia s'avança là. Première. C'était toujours son geste, prendre les devants, parler assez doucement pour paraître vulnérable, mais assez fermement pour garder le contrôle. Une partie de moi se souvenait encore de la façon dont je m'appuyais et quand elle parlait, comme si ces mots portaient les réponses dont j'avais besoin. Cette partie de moi avait disparu depuis longtemps. Rowan, je n'ai jamais voulu te faire de mal, commença-t-elle, sa voix tremblante comme si c'était elle qui avait besoin de réconfort. Elle n'avait plus la même apparence. Le temps avait dessiné des lignes douces autour de ses yeux et de sa bouche et sa confiance autrefois ardente s'était transformée en quelque chose de prudent. C'est regrettable, peut-être, ou juste répété. Greta entra, les bras croisés sur sa poitrine. Nous avons élevé Célia pour qu'elle suive son cœur, a-t-elle déclaré, comme si c'était un insigne d'honneur plutôt qu'une excuse. Jackson avait besoin d'elle. J'ai incliné la tête, à peine capable de contenir l'incrédulité qui me montait à la gorge. Moi aussi. Claude s'éclaircit la gorge. Toujours le médiateur, toujours celui qui essayait d'entrelacer manipulation et politesse, nous avons connu des moments difficiles, dit-il. Les affaires de Jackson se sont effondrées, Célia est divorcée maintenant et nous avons pensé que nous pourrions peut-être parler. J'ai presque ri. Parler, comme si cette parole n'était pas morte entre nous il y a 12 ans, comme si la conversation pouvait reconstruire le pont. Ils ont allumé du feu et ont dansé. Parle de quoi, ai-je demandé, les bras toujours croisés. Ma voix était ferme, mais je pouvais sentir le pouls dans ma mâchoire. Je n'avais rien à prouver, mais quelque chose en moi voulait qu'ils entendent chaque battement de ce qu'ils avaient manqué. Célia leva les yeux, souriant nerveusement. Nous, dit-elle comme si c'était évident. Peut-être que nous avons toujours été censés revenir en arrière. Vous avez bien fait. Vous avez construit une vie. Peut-être que nous pourrions y arriver. Je ne l'ai pas laissé finir. Tu veux dire revenir dans la vie que tu as gâchée. Les mots tombèrent lourdement. Elle cligna rapidement des yeux, comme si leur poids la piquait. Bien, j'avais 22 ans, Rowan, dit-elle, la voix cassante. Je ne savais pas ce que je faisais. Vous en saviez assez pour partir. J'ai répondu. Greta intervint, indignée. Maintenant, tu donnes l'impression qu'elle a fait quelque chose d'impardonnable. Elle l'a fait, lui ai-je dit, et vous l'avez aidé à le faire. Je pouvais sentir Junipé se tenir juste derrière moi. Elle n'avait pas parlé, n'avait pas bougé de l'arche où elle se tenait, la main légèrement appuyée contre le mur. C'était sa façon de faire, présence, sans pression. Elle m'a fait confiance pour gérer ça, m'a fait confiance pour protéger la vie que nous avons construite. Claude soupira. Tu as créé une merveilleuse maison ici, Rowan. Nous pouvons tous voir que c'est juste ce que pensait Célia. Célia pensait que je serais toujours là. Dis-je, lui coupant la parole, attendant seule, peut-être assez brisée pour être reconnaissante si jamais elle revenait. Célia déglutit difficilement. Ce n'est pas juste. Non, j'ai dit. Ce qui n'était pas juste, c'est que tu m'as donné un ultimatum 4 jours avant notre mariage. Ce qui n'était pas juste, c'était de m'attendre à tout annuler pendant que tu t'enfuyais pour tenir la main d'un autre homme. Ce qui n'était pas juste, c'était de me dire de rester seule si je ne le soutenais pas et que je ne le pensais pas. On aurait dit qu'elle allait pleurer. Mais les larmes ne sont pas venues. Peut-être qu'il n'était pas assez réel. Peut-être qu'il l'était et qu'elle avait simplement oublié comment les utiliser. Sur moi, tu étais toujours si sûre des choses, murmura-t-elle, même quand je n'avais pas tort. J'ai dit,
Je n'étais pas sûre des choses. J'étais sûre de toi, et c'était mon erreur. Pendant un instant, la pièce est devenue silencieuse. Même la pluie dehors a semblé s'arrêter, laissant de la place au silence nécessaire pour s'asseoir entre nous. Puis la voix de Théo est venue de l'autre pièce, appelant Junipé. Elle m'a de nouveau ancrée, m'a rappelé ce qui comptait et ce qui ne comptait pas. Vous ne reviens pas maintenant et essaie de récupérer quelque chose que tu as détruit. J'ai dit, ce n'est pas un film. Il n'y a pas de retrouvailles dramatiques ici. Tu ne peux pas entrer, voir la vie que j'ai construite et décider que tu en veux un morceau, juste je n'ai pas besoin de toi. Elle m'a regardé sans voix, et je le pensais. Chaque mot avait disparu depuis longtemps. Ce qui restait était quelque chose de plus fort, de paisible. Elle avait pris mon passé, mais elle n'avait aucune place dans mon présent et certainement aucun droit sur mon avenir. Jackson n'avait pas parlé, pas encore, mais je le vis se déplacer derrière eux, la mâchoire serrée, les bras croisés, comme s'il avait ravalé plus de fierté qu'il ne pouvait en supporter. Je m'en fichais, pas de sa chute, de ses luttes, de sa douleur. Cet homme a volé le jour de mon mariage et a toujours eu le culot de s'ennuyer dans mon couloir. Je me tournai alors vers Junipé, lui offrant un léger sourire. Elle hocha la tête en retour, une approbation silencieuse dans les yeux. Je les ai tous affrontés une dernière fois. Cette conversation est terminée. Junipé n'a pas dit un mot alors qu'elle s'approchait de moi. Elle n'en avait pas besoin. Sa présence, solide et calme, était plus forte que tout ce que Célia ou sa famille avaient dit depuis leur arrivée. Sa main glissa dans la mienne, ses doigts s'enfilant dans les callosités et m'immobilisant. Nos enfants se tenaient dans le couloir, à peine cachés derrière le mur du coin. Les boucles de Marin ressortaient alors qu'elle regardait autour de lui, les yeux écarquillés. Théo lui tenait la main de manière protectrice. Il était trop jeune pour comprendre l'histoire qui se tenait devant notre porte, mais assez vieux pour savoir qu'il ne s'agissait pas d'une simple visite normale. « Qui sont-ils, papa » demanda-t-il, d'une voix prudente mais ferme. Je l'ai regardé, puis je me suis tourné vers les gens qui m'avaient autrefois appris à quel point l'indifférence pouvait être cruelle. « Personne d'important, dis-je. Cela a frappé comme un couteau. » Célia cligna des yeux, visiblement piquée. Greta se redressa comme si elle avait été giflée, les sourcils de Claude froncés de confusion, essayant de masquer la maladresse sur son visage. Mais Jackson, bien sûr, ne pouvait pas garder la bouche fermée. Il s'est avancé, les bras croisés, et j'ai scruté la maison comme s'il était encore en train d'évaluer la concurrence. « Vous pensez vraiment que vous avez gagné, n'est-ce pas » dit-il avec un rire amer colorant ses mots. « Tu penses ça » dit-il en désignant les murs. L'aménagement ouvert, les meubles brillants vous rendent meilleur que nous. J'ai légèrement incliné la tête, sans bouger, sans mordre à l'hameçon. Non, ai-je dit, mais cela signifie que j'ai survécu sans te supplier de rester en vie. Sa mâchoire se contracta. C'est le genre de ligne qui n'atteint pas immédiatement. Il s'enfonce lentement, ronge les côtes. Il ouvrit la bouche pour répondre, puis la referma, un geste intelligent. Les yeux de Greta parcoururent le couloir, s'arrêtant sur les portraits de famille, celui de Marin nouveau-né dans ses bras, celui de Junipé lisant à Théo près de la cheminée. Des photos de vacances, de premiers jours d'école, d'anniversaire, d'après-midi de farniente, les instantanés d'une vie qu'il ne s'attendait pas à ce que je mène, le genre de vie qu'il m'avait dit que je ne réaliserais pas sans Célia. Vos enfants sont magnifiques, dit-elle finalement, comme si un compliment pouvait aplanir le cratère qu'ils avaient laissé. J'ai hoché la tête une fois, lentement. Ils le sont. Ils ressemblent à une famille heureuse. Ajouta Claude en s'efforçant d'être diplomate, comme si la civilité pouvait réécrire l'histoire. Ils ne font qu'un. Dit soudainement Junipé, sa voix basse mais sûre. Ils en ont un. Les yeux de Célia parcoururent lentement le salon. Mon travail était partout, des tables fabriquées à la main, des étagères sur mesure, la chaise à bascule que j'ai construite pour Marin la semaine de sa naissance, le cachet Elcraft gravé sur chaque pièce. Elle tendit la main comme si elle allait toucher l'une des tables d'appoint, mais se ravisa. Sa main flotta, puis retomba. « Tu as vraiment avancé » murmura-t-elle, comme si elle n'y croyait toujours pas, même en se tenant devant l'épreuve. Je devais le faire. J'ai dit, tu as quitté ma vie.
Je ne t'ai tout simplement pas suivi. Encore ce silence, celui qui pèse, celui qui remplit une pièce quand il n'y a plus rien à dire que la vérité. Pendant un instant, personne ne parla, juste le tic-tac de la vieille horloge au-dessus du manteau, juste les enfants, leurs pas doux derrière nous alors qu'ils se retiraient dans leur chambre. Puis, parmi tous les gens, Jackson a repris la parole. Tu agis comme si tu étais meilleur que nous, comme si tu n'avais jamais commis d'erreur. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas cligné des yeux, j'ai juste croisé les yeux sur lui. Bien sûr, j'ai fait des erreurs. J'ai fait confiance aux mauvaises personnes. C'était mon plus gros problème. Il recula d'un pas, la mâchoire serrée, réalisant clairement qu'il ne gagnerait pas cette version du jeu. Pas ici, pas chez moi. Célia baissa les yeux, la voix faible. Je n'aurais jamais pensé que tu serais vraiment heureux sans moi. Cela aurait pu faire mal une fois. Ce n'était plus le cas maintenant. Tu n'étais pas le bonheur que j'ai dit, tu étais la leçon. Son visage s'est froissé, comme si elle ne savait pas si elle devait pleurer ou crier, mais je ne lui proposais aucune des deux options. Elle a ouvert la bouche pour parler, peut-être pour se défendre, peut-être pour plaider, mais j'ai levé doucement la main, non, tu as annulé notre mariage pour un homme qui n'est même plus dans ta vie. Il a menti, murmura-t-elle, les yeux se tournant vers Jackson, puis ailleurs, à cause de sa maladie. Lui, il m'a manipulé. J'ai hoché la tête une fois. Et tu l'as choisi quand même. Junipé s'approcha. Elle ne l'interrompit pas, elle n'en avait pas besoin. Sa présence disait tout. Elle était le calme qui venait après la tempête, la paix. Je ne savais pas que j'avais le droit d'en avoir. Célia la regarda, vraiment, pendant une seconde. Je pensais qu'elle pourrait dire merci, mais elle ne l'a pas fait. Elle baissa de nouveau les yeux. Je ne te déteste pas, Célia, dis-je doucement. C'est juste que je ne te vois plus pareille, et c'est la différence entre maintenant et hier. Vous pensiez pouvoir revenir et appuyer sur reprendre. Mais cette vie, j'ai fait un geste autour, elle est déjà en train de jouer et tu n'y es pas. Elle hocha lentement la tête, comme si elle avait enfin compris, et peut-être que c'était la première fois qu'elle le comprenait réellement. Théo entra en bondissant dans la pièce, ses baskets cognant doucement contre le parquet alors qu'il tenait fermement quelque chose à deux mains. Papa, regarde ce que j'ai dessiné. Sa voix était claire, insensible à l'air lourd qui persistait encore entre les murs. Il ne savait pas ce qui se passait, du moins pas entièrement, mais les enfants ont un étrange sens de l'attention. Ils savent quand une tempête passe, même s'ils ne sentent pas le tonnerre. Je me suis agenouillée pour le rencontrer alors qu'il me tendait la feuille de papier, les bords froissés et les traits de crayon audacieux et fiers. C'est notre maison, dit-il en désignant du doigt. Et c'est toi qui le construis, et c'est moi, Marin et maman qui nous lisons sur le porche. En bas, de son écriture désordonnée de 7 ans, se trouvaient les mots, construits par papa, amour de tout. J'ai souri, et ce n'était pas forcé. Tu as bien fait, gamin, rayonna Théo. Puis j'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule aux visages inconnus qui se tenaient toujours maladroitement près de la porte. Puis j'allais montrer à Marin. Vas-y, dis-je en lui ébouriffant les cheveux. Il s'enfuit au son de ses pas qui disparaissaient dans le couloir du fond. Je me levai et me tournai pour trouver Célia qui me regardait comme si elle venait de voir une version de moi dont elle ne pensait pas qu'elle existait. Peut-être qu'elle ne l'avait pas fait. Pas vraiment. À l'époque, je construisais une vie autour d'elle, pas pour moi-même. Et quand elle est partie, j'ai réalisé que je ne savais même pas ce que je voulais au-delà d'elle. Mais j'ai appris, la douleur enseigne mieux que l'amour ne le pourrait jamais. Les yeux de Célia étaient remplis de larmes. Il l'est. Il est beau, il est à moi, dis-je simplement. Elle cligna des yeux, laissant une larme couler sur sa joue. Je n'aurais jamais pensé que tu serais vraiment heureux sans moi. Je ne me suis pas adoucie. Tu n'étais pas le bonheur, Célia, tu étais la leçon, sa lèvre tremblait. Elle fit un petit pas en avant mais s'arrêta. Savez-vous ce que c'est de se réveiller et de réaliser que l'on mise tout son avenir sur un mensonge? Jackson m'a dit qu'il avait un cancer de stade 4. Il a pleuré sur mes genoux, m'a supplié de ne pas le laisser mourir seul, a dit que tout irait bien, que tu étais fort. Je l'ai cru. Tu l'aimais aussi. J'ai répondu, c'est ce que tu ne veux pas admettre.
Vous n'y êtes pas allé par pitié, vous y êtes allé parce que vous le vouliez. Tu le voulais plus que nous. Elle n'a pas discuté, et je savais pourquoi, parce que même si Jackson avait menti, la vérité était qu'elle s'était enfuie. La raison n'avait pas d'importance. Elle l'a choisi plutôt que moi, pour ce que nous avions construit, pour les promesses, pour l'avenir. Je secouai la tête. Le poids du moment, appuyant plus fort que prévu. Vous savez ce qui pique le plus. Ce n'est pas que tu sois parti, c'est que tu m'as donné l'impression que je devrais être reconnaissant. Tu me l'as même dit. Elle a ouvert la bouche pour répondre, mais j'ai continué. J'étais censée t'épouser. Et à la place, j'ai été humiliée, seule, bloquée par la vie autour de laquelle j'avais construit. Tu m'as dit que je devais obéir et comprendre, comme si la loyauté était un luxe que je ne gagnais pas. J'étais jeune, murmura-t-elle. J'avais peur. Moi aussi. Dis-je. La différence est que je n'ai pas couru. Junipé entra en tenant Marin sur sa hanche, et la tension dans la pièce changea à nouveau. Marin posa sa tête contre l'épaule de Junipé, à moitié endormi, le pouce près de la bouche. Junipé m'a regardé, puis Célia, non pas avec haine ou envie, mais avec une force tranquille. Est-ce que je peux les emmener à l'étage? Elle a demandé ouais. J'ai hoché la tête, reconnaissant pour son sens du timing. Merci. Elle se tourna et porta Marin dans les escaliers, sa silhouette encadrée par la lueur de la lumière du couloir. Et je jure qu'à ce moment-là, rien de ce que Célia pourrait dire ne se rapprocherait de ce que Junipé venait de faire. Pas à cause de ce geste, mais parce qu'elle avait sa place ici. Elle faisait partie de la vie que j'avais construite, pas un étranger qui frappait aux portes. Tu l'as vraiment fait. Dit finalement Célia. Tu as vraiment recommencé? Non, ai-je répondu, je n'ai pas recommencé, j'ai juste commencé. Elle hocha lentement la tête. Et je n'en fais plus partie, n'est-ce pas? Je l'ai regardée, la femme qui tenait autrefois tout mon avenir entre ses mains et qui l'avait jeté comme des confettis. Vous ne l'avez jamais fait. Son visage se tordit entre le chagrin et la honte. Elle se tourna vers la porte où attendaient Greta et Claude, toujours silencieux, incertains, déplacés dans la chaleur de cette maison. Mais avant de partir, elle a dit une chose de plus, je suis désolée de ne pas avoir répondu, pas parce que je ne la croyais pas, mais parce que les mots sont venus une décennie trop tard. Junipé était à l'étage en train de rentrer dans nos enfants. Mon fils avait dessiné une photo de la vie que j'ai construite. Ma fille s'est endormie au son de la voix de sa mère lui lisant une histoire. Il n'y avait rien que Célia pouvait offrir qui correspondrait à cela et il ne me restait plus d'espace pour les fantômes. J'aurais dû savoir qu'ils ne sont pas venus juste pour dire désolé. Des gens comme ça, des gens qui s'éloignent quand c'est important et reviennent quand c'est pratique. Ils n'arrivent jamais les mains vides ou le cœur vide. Ils apportent des besoins, des attentes, une dette enveloppée dans la nostalgie. Claude a été le premier à laisser tomber le masque. Il s'est effleuré la gorge, a regardé dans la pièce une fois de plus et a dit, nous sommes venus demander de l'aide. Il était là. Célia n'a pas tressailli. Greta a tourné la tête comme si elle était gênée, mais non surpris. Son ton a pris la saveur d'un homme essayant de rattraper une confession. Même famille qui me regardait autrefois le nez, a appelé ma carrière pittoresque et m'a dit que je n'étais pas assez stable car Célia se tenait maintenant chez moi où chaque planche et ongle avait été placé par mes deux mains, me disant qu'ils avaient besoin d'aide. J'ai haussé un sourcil. Vous êtes venu demander mon argent. La tête de Greta s'est enfuie. Ce n'est pas comme ça, alors à quoi ça ressemble? Célia s'avança à nouveau. Ce n'est pas seulement une question d'argent, Rowan, c'est aussi peut-être une deuxième chance, une connexion. Nous avons tous fait des erreurs. Junipé est apparu dans la porte. Ensuite, les bras croisés, son expression illisible, mais ses yeux pointus et intuitifs, étaient enfermés sur Célia. Elle n'a pas interrompu, elle n'en avait pas besoin. Son silence était un bouclier autour de notre maison. Connexion. J'ai répété ma voix bas. Après 12 ans de silence, vous voulez soudain une connexion. Célia a regardé Junipé et pour la première fois depuis qu'elle a franchi la porte, sa confiance s'est craquée. Junipé a eu cet effet sur les gens. Elle ne commandait pas de chambre, elle commanda la vérité juste en restant immobile.
Vous êtes venu ici, j'ai continué, pas parce que vous m'avez manqué, pas parce que vous avez regretté ce que vous avez fait. Vous êtes venu ici parce que tout ce que vous pensiez que vous vous étiez s'est effondré et je n'ai pas grimpé, j'ai fait un pas de plus. Vous réussissez, Rowan, c'est évident. Et malgré tout, nous sommes toujours une famille en quelque sorte. J'ai ri une seule fois, Sharp, ma famille. Vous m'avez coupé au moment où j'ai cessé de servir votre histoire. Vous vous avez tous dit un mensonge sur la décision noble de Celia et m'avez poussé dans le rôle du méchant égoïste. Et maintenant que j'ai fait quelque chose de moi-même, vous voulez réécrire l'histoire et l'appeler la parenté. Greta secoua rapidement la tête. Nous ne demandons pas grand-chose, juste. Junipé s'est avancée. Sa voix était calme, contrôlée, mais elle portait dans la pièce comme le tonnerre. Vous voulez de l'aide, a-t-elle dit. Je scannais chacun d'eux, s'excuse. Premier silence. Aucun d'entre eux n'a parlé, pas même Jackson, qui semblait maintenant qu'il était prêt à se glisser par la porte et à prétendre que cela ne s'est jamais produit. Pas d'excuses, pas de reconnaissance, juste un mur de silence plus épais que celui qu'ils m'ont donné il y a 12 ans. Junipé s'est tourné vers moi. Vous ne leur devez rien, Rowan, pas votre paix, pas votre pardon, certainement pas votre argent. J'ai regardé Celia, attendant, toujours rien. Vous ne pouvez même pas dire que vous êtes désolé. J'ai dit les mots à plat. Maintenant. Vous êtes arrivé ici en espérant que je serais toujours la version de moi. Vous êtes parti, silencieux, incertain, désespéré d'être choisi. Mais cet homme est parti depuis longtemps. Claude ouvrit à nouveau la bouche, mais je l'ai arrêté avec une main levée. Je n'ai pas besoin des détails de vos malheurs. J'ai dit, j'ai vécu le mien. J'ai enterré l'homme que tu as laissé. Je l'ai affligé, puis j'ai construit ça. J'ai fait signe à la maison, à Junipé, à la vie qui respire toujours derrière chaque porte de cette maison. Vous n'êtes pas venu ici pour vous reconnecter, j'ai ajouté. Vous êtes venu chercher et je ne suis pas votre héritage. La voix de Greta a brisé le silence, cassant et inégal. Nous pensions que vous seriez peut-être le genre d'homme qui pardonne. Je suis, dis-je. Mais le pardon n'est pas le même que l'accès. Je vous ai pardonné il y a toutes les années. C'est pourquoi je ne suis pas amère, c'est pourquoi je pourrais continuer. Mais cela ne signifie pas que vous pouvez franchir ma porte et demander des morceaux de ce que j'ai construit, sans jamais reconnaître ce que vous avez cassé. Ils m'ont regardé, stupéfaits dans le silence, debout dans la chaleur d'une maison qu'ils n'avaient aucune part à créer, et je me tenais là, solide dans la vérité que j'avais gagnée. Cette fois, ils partaient les mains vides. La porte ne s'était jamais sentie plus lourde dans ma main. C'était peut-être le poids de 12 ans en appuyant vers le bas, ou peut-être que c'était juste la prise de conscience que j'étais celle qui tenait la sortie ouverte aux gens qui m'ont dit une fois que je n'appartenais pas à leur version du futur. Quoi qu'il en soit, je me tenais là au seuil, les doigts reposant contre le bois, alors que Celia et son entourage planaient un peu plus des marches du porche. Ils ne bougeaient pas rapidement, pas avec impatience, comme s'ils attendaient autre chose, un miracle, une miséricorde, un renversement de la dernière mine où je soupirais et disais, « Très bien, entrez. » Imaginons que rien de tout cela ne se soit produit. Mais je n'ai plus été construit pour faire semblant. Tu pensais que je t'attendrais toujours. J'ai dit que ma voix était silencieuse, presque conversationnelle, comme un espace réservé, comme si ma vie se figeait jusqu'à ce que vous décidiez de la décongeler. Celia grimaça, mais elle n'a pas interrompu. Greta, debout à côté d'elle, tordit la sangle de son sac à main, clairement invitée à l'inconfort. Ce n'était pas habillé de charité galace et de manipulation subtile. Claude garda une main sur son épaule, son propre regard passant devant moi dans la maison. Il pensait que je ne méritais pas, mais je n'ai pas attendu. J'ai continué, j'ai construit, j'ai guéri, j'ai continué. C'était la vérité dans sa forme la plus pure. Je ne m'éloignais pas de eux, je n'ai pas simplement coupé le contact. Je me refais, pas malgré eux, pas pour les montrer, mais parce que je devais le faire, parce que je ne pouvais pas porter leur absence pour toujours. À un moment donné, vous arrêtez d'attendre à une porte qui n'ouvre jamais. Vous construisez votre propre maison. La lèvre de Celia trembla, mais elle ne parlait pas. Je pouvais le voir dans ses yeux, les mots montant et tombant, cherchant l'achat.
Mais le temps des mots était passé. Les mots sont faciles. C'est la présentation qui compte, et se présenter maintenant, après 12 ans de silence, n'était pas noble. C'était désespéré. Alors c'est tout. Elle a finalement demandé à sa voix après tout, c'est tout. Je l'ai étudiée un instant. La fille que j'avais aimée, aux yeux brillants, téméraires, pleins de feu, avait disparu. Ce qui me tenait devant moi était une femme façonnée par ses choix. Et même si je ne la détestais pas, je ne me sentais plus liée à l'histoire que nous avons presque écrite. C'était à 12 ans, ai-je dit. Ses épaules ont laissé tomber la finalité de mes mots, se repliant sur elle comme une couverture pondérée. Jackson se tenait à quelques mètres derrière eux, les mains dans ses poches, la mâchoire verrouillée, dans la même tension suffisante qu'il portait comme une armure. Mais même il avait l'air vaincu. Maintenant, il n'avait pas dit un mot depuis que Junipé a dit. Peut-être que cela l'a finalement frappé qu'il n'était pas seulement l'homme que Célia m'a quitté. Il était la raison pour laquelle elle se tenait ici, les mains vides et incertaines. Alors qu'il se tournait pour partir, Greta faisait une pause en attendant la persistance d'une photo de famille près de l'entrée avant. Je ne savais pas si c'était de la curiosité ou de la jalousie ou quelque chose de plus tordu. Peut-être qu'elle essayait de comprendre comment j'aurais pu rendre une vie meilleure que celle qu'ils offraient. Jackson murmura quelque chose en passant devant le seuil. Je ne l'ai presque pas entendu, mais l'amertume dans son ton s'est déroulée dans l'air comme de la fumée. Cette maison n'est que de la chance, a-t-il dit dans son souffle. J'ai ri. Pas fort, pas amer, juste une seule expiration, amusé par l'absurdité. Non, Jackson, répondis-je, le regardant. La chance vous survit. Je laisse ça pendre là, pesant et propre. Puis j'ai ajouté, cette maison, cette vie, c'est tout ce que tu as dit que je n'arriverai jamais. Et la meilleure partie, je l'ai fait sans marcher sur personne pour arriver ici. Il n'a répondu. A été la réalité qui a gagné la réalité. Bien derrière moi était chaud, rempli du léger son de ma fille en riant au loin, les pas doux de Junipé descendant les escaliers, l'odeur de cannelle et de pain toujours suspendue dans les airs de la bougie qu'elle a allumée plus tôt. C'était fini. Les fantômes étaient venus. Ils ont vu et ils sont partis, non pas parce qu'ils le voulaient, mais parce qu'ils n'avaient plus de place ici. Je me suis détournée de la porte, j'ai marché vers ma famille et je n'ai pas regardé en arrière. Plus tard dans la soirée, après la vaisselle terminée et que les enfants dormaient, un genévrier et moi nous sommes assis sur le porche avant le calme que nous avions gagné. La pluie était passée, laissant l'air croustillant et parfumé, comme le ciel lui-même avait été nettoyé. Le bois sous nos pieds était frais, encore légèrement humide, et l'évêque était enroulé à côté de ma chaise, son ancien cadre se levant et tombant avec le rythme lent du sommeil profond. Junipé m'a tendu une tasse de thé et s'est assis à côté de moi sans un mot. C'était sa façon. Elle n'a jamais pressé. Elle a attendu que je voulais parler et quand je l'ai fait, elle a écouté comme si ma voix était la seule au monde. Ça va, a-t-elle demandé doucement, ne me regardant pas mais vers la pelouse où les lucioles clignotaient paresseusement dans l'obscurité. J'ai pris une gorgée, que la chaleur de la tasse s'installe entre mes paumes. Mieux que d'accord. Cela m'a surpris à quel point j'y suis. Il n'y avait pas de tremblement dans mes mains, pas de colère persistante dans ma poitrine, pas de mal à l'arrière de ma gorge démollessée. Pendant des années, je pensais que la fermeture venait avec une confrontation, un grand moment de calcul où j'obtiendrais enfin les excuses que je méritais. Mais ce n'était pas le cas. Et pourtant, je me sentais plus léger que jamais. Il pensait vraiment qu'il pouvait retourner, dis-je, secouant la tête. Elle m'a regardé, maintenant son expression illisible. Mais les fantômes calmes le font toujours. Ils ne frappent pas parce qu'ils pensent qu'ils ont toujours une clé. J'ai souri faiblement à ça. Pas plus. De l'intérieur de la maison, des rires faibles coulaient. Théo chuchotait à Marin, la faisant probablement rire quand elle était censée dormir. Leur joie n'était pas dueuse, honnête, intacte par l'amertume qui a autrefois défini mon monde. Et cela m'a frappé, pas pour la première fois, à quel point j'ai eu de la chance, pas à cause du destin, mais parce que je n'ai pas cessé de marcher quand la route a devenu froid. Vous le regrettez-vous jamais ? J'ai demandé, me surprenant avec la question qui venait ici. Cette vie nous. Elle se tourna complètement maintenant, son visage doux et la lueur d'ambre se
répandant de la lumière du porche. Non, elle a dit, parce que cette vie, c'est celle que nous avons faite exprès, pas celle pour laquelle nous nous sommes installés. Je l'ai regardée alors, j'ai vraiment regardé la femme qui s'était couchée si doucement dans mes endroits brisés, qui n'avait jamais demandé à être un sauveur mais qui est devenue la raison pour laquelle je n'en avais plus besoin. Elle était entrée dans ma boutique pour un bureau et avait construit une maison à la place. Tu m'as sauvé, dis-je, n'ayant pas besoin d'elle pour le dire, mais elle l'a fait de toute façon. Et vous vous laissez sauver. C'est la partie dont personne ne parle jamais. Nous nous sommes assis en silence pendant un moment après cela, en regardant les ombres de nos enfants danser derrière les rideaux de leur chambre, la maison brillante comme un battement de cœur derrière nous. L'endroit était plus que du bois et des ongles. Ce sont des souvenirs sculptés dans tous les coins. C'était la sécurité. C'était le nôtre. Parfois, les fantômes reviennent. Parfois, ils s'habillent en remords ou en nostalgie ou désespoir, mais ils ne hantent que si vous les invitez, et je ne l'ai jamais fait. La vérité est que je ne suis pas juste passée de Célia. J'ai emménagé dans la vie pour laquelle j'étais destinée, une vie où l'amour n'a pas demandé de sacrifice. Cela ne fait que dans un sens, une vie qui n'a pas été définie par ce que j'avais perdu, mais par ce que j'ai osé construire. Junipé tendit la main et posa sa main sur la mienne. Ils essaieront à nouveau, vous savez. Peut-être pas de tôt, peut-être jamais, mais des gens comme ça, ils reviennent toujours quand ils pensent que vous êtes seul. Je ne le serai pas, je l'ai dit plus. Nous sommes restés là-bas jusqu'à ce que l'air se refroidisse et que la lune monte plus haut. Lorsque nous nous sommes finalement tenus à nous diriger à l'intérieur, MGR gémit et s'est étiré, puis nous a suivi les marches comme le gardien qu'il avait toujours été à l'intérieur. La maison sentait les couvertures chaleureuses, l'enfance, les jouets dispersés dans le salon, les projets artistiques se sont toujours collés sur le réfrigérateur et le bourdonnement bas du moniteur pour bébé attrapant même la respiration de marin. Je m'arrêtai au seuil, prenant tout cela. C'était le mien, non pas parce que je l'ai possédé, non pas parce que je l'ai payé ou signé l'acte, mais parce que je l'ai construit avec intention, jour par jour, ongle par ongle, choix par choix, et je l'ai construit avec quelqu'un qui ne m'a jamais fait remettre en question ma valeur. Les cadres photos sur le mur n'ont pas rappelé la douleur. Ils ont remporté des victoires, des matins ont commencé ensemble, des anniversaires célébrés avec des gâteaux désordonnés et des chansons bruyantes, de moments qui n'avaient pas besoin d'être parfaits pour être permanents. J'ai regardé Junipé, partageant déjà un livre sur le canapé, ses jambes bouclées sous ses cheveux tombant sur une épaule. Elle n'a pas levé les yeux, mais elle sourit quand elle sentit mon regard. Je suis à la maison, dis-je. Tu étais toujours, répondit-elle. Et elle avait raison. Je n'avais pas besoin de me venger, je n'avais pas besoin d'être prouvée, je n'avais pas besoin de rien des gens qui sont sortis de ma vie, parce que ce que j'avais maintenant, ce que j'ai choisi, ce que j'ai nourri, ce que je protégeais, c'était suffisant, plus que suffisant.